Chers invités de la table ronde, chères étudiantes et étudiants, bienvenue à ESAV, à la Haute École de Santé Vaud. Je m'appelle Patrick Fingil, je suis le doyen de la filière soins infirmiers. Et puis nous appartenons à la Haute École spécialisée de la Suisse occidentale. Et au-delà de bien nous occuper de nos étudiantes et étudiants, nous nous intéressons particulièrement à l'ouverture au monde. Nous sommes des curieux de la santé, dans sa dimension la plus large, mais aussi des curieux dans sa dimension la plus intégrée. Car cela nous permet d'intégrer et d'aider nos étudiants et les professionnels de la santé à comprendre et à trouver des stratégies innovantes vis-à-vis de la complexité de la prise en charge des patients, des clients. Vous savez, la santé est de plus en plus complexe. Ce soir, ESAV vous offre une première, une discussion ouverte dans un milieu académique sur des sujets souvent considérés en marge. Les phénomènes et des expériences hors du corps, Out of Body Experiences, OBE, sont assez fréquents et concernent à peu près 5 à 10% de la population. Et un peu comme les médecines naturelles, souvent les patients, les personnes concernées, n'osent pas en parler de crainte d'être stigmatisés, de crainte d'être considérés, je pèse mes mots, comme des originaux. Vous verrez, ces phénomènes ne sont pas forcément pathologiques. De différentes hypothèses explicatives des OBE seront présentées ce soir. Les invités vont soulever sûrement cette question de qu'est-ce que la conscience ? Le sujet traité adopte une approche intégrée des phénomènes humains, c'est-à-dire il faut à la fois tenir compte de l'expérience des patients, des gens, des connaissances scientifiques issues des neurosciences, mais aussi des sciences humaines, encourageant l'émergence de nouvelles hypothèses. Souvent, des OBE amènent les personnes qu'ils vivent, qui sont en quête de sens, à poser des questions existentielles, des questions spirituelles, avec plus ou moins d'inquiétude et forcément pas toujours automatique. Alors, nous, les soignants, nous, les enseignants, nous sommes en première ligne pour détecter si la personne a besoin d'un soutien d'ordre psychologique, spirituel ou autre. Vous allez entendre ce soir des témoignages de grande franchise, bien accompagnés, mieux comprendre, en parler entre professionnels dans un but précis, agir de manière plus adéquate et le plus respectueux que possible auprès des patients. Voici quelques objectifs de cette table ronde. Elle a aussi comme ambition de permettre aux professionnels de mieux savoir où chercher du soutien pour faire face à ce phénomène, pour faire face aux réactions de ce phénomène. Un grand merci à Corinne Schaub, professeure associée, et à toute l'équipe de la communication, du service de communication de ESAV pour la préparation et l'organisation de cette table ronde. Je vous souhaite une soirée pleine d'échanges et plein d'idées fécondes. Voilà. Voilà, bonsoir. Donc, je suis Corinne Schaub. Je vous remercie à tous d'être présents ce soir. Je vais être brève pour qu'on puisse directement se lancer dans la table ronde. Mais c'est vrai que je voulais te remercier, Patrick, d'avoir
soutenu ce projet, tu as été tout de suite partant. Et c'est vrai que je remercie aussi Inka Moritz qui a soutenu ce projet, donc notre directrice. Et c'est motivant pour nous de pouvoir être un peu dans des projets un petit peu plus audacieux et un petit peu plus en marge. Donc je tenais vraiment à vous remercier vivement. C'est un peu ce qu'on a envie de développer chez les étudiants, hein, cet esprit d'ouverture, de curiosité, d'audace, et puis tout en gardant une posture critique et puis un regard rigoureux, donc d'avoir un peu toutes ces dimensions associées. Et c'est vraiment un peu cette perspective-là qu'on va adopter ce soir dans cette table ronde. Donc merci à vous tous d'être présents ce soir. C'est riche et c'est une table extrêmement variée. C'est Martine Galland, qui est journaliste et modératrice, qui va animer cette table ronde. Elle va donc vous laisser vous présenter et puis amener les questions au fur et à mesure de la présentation. Donc, on aura une première partie en fait, où c'est les personnes de la table ronde qui s'exprimeront. Ça devrait répondre à de nombreuses questions que vous vous posez. Et puis ensuite, il y a une deuxième partie où vous aurez le micro. On vous laisse la place, parce que c'est vraiment important ce soir aussi que vous puissiez échanger vos expériences avec des patients qui ont vécu cela, ou vous-même peut-être. Je sais qu'il y a quelques personnes qui ont vécu des OBE qui sont là. Elles s'exprimeront si elles le souhaitent ou pas. Et voilà, donc avoir quelque chose vraiment d'interactif, c'est aussi pour ça qu'on est dans ce grand auditoire qui permet ces échanges. Voilà, donc j'arrête là. Merci beaucoup, Corinne Schaub, et puis merci, monsieur le doyen. J'ai envie de vous dire merci et aussi bravo pour le courage, parce que c'est pas courant d'aborder un tel sujet dans le cadre d'une haute école de santé, et qui plus est dans l'enceinte d'un hôpital universitaire. Et puis j'aimerais aussi vous remercier, vous, le public, d'être venu aujourd'hui, et donc d'accepter de vous confronter à un sujet qui est troublant, qui est dérangeant, celui des OBE, OBI, hein, Out of Body Experience, ou en français l'expérience de décorporation. Le but de cette rencontre, c'est de nous placer face à ce mystère énorme, c'est de poser des questions, d'écouter des témoignages, et c'est aussi beaucoup d'ouvrir la porte sur un sujet tabou. Alors, on a 2 heures devant nous, Corinne Schaub l'a dit, la deuxième heure sera interactive, vous pourrez témoigner ou poser des questions. Et dans un premier temps, je vais demander à chacun de se présenter pour savoir en fait depuis où vous parlez ce soir. Vous présentez brièvement. Honneur aux femmes. Je vais vous demander de commencer. Valérie Renoux, vous venez avec 2 casquettes ce soir. Oui, donc mon nom est Valérie Renoux. J'enseigne à la Haute École de Santé depuis maintenant 4 ans. Ouais, j'entame ma 5e année. Et puis j'ai moi-même, en fait, après 20 ans de carrière dans la pratique, je viens ici avec ma casquette d'infirmière ayant accompagné beaucoup de gens à mourir à domicile, et puis aussi comme avoir expérimenté moi-même des OBE quand j'étais enfant et au début de ma carrière d'infirmière. Voilà. Merci Valérie. Sylvie Détiola. Bonjour. Donc moi de formation je suis biologiste. J'ai fait mon doctorat avec une spécialisation en biologie moléculaire. Et il y a une 20aine d'années, en fait, j'ai découvert ces phénomènes un petit peu hors normes de la conscience, que sont notamment les expériences de mort imminente et les sorties hors du corps. Et ça m'a passionnée dans la mesure où, à travers mes études, je ne trouvais pas de réponse rationnelle et je ne trouvais pas de modèle pour les expliquer. Et ça m'a passionnée à tel point que j'ai décidé de créer un centre à Genève en 1999 pour accueillir, écouter et ces témoins, ces personnes qui vivaient ces choses hors normes, et aussi commencer à des recherches sur ces phénomènes. Et puis voilà, 20 ans plus tard, eh bien, ce centre est devenu une fondation reconnue d'utilité publique qui s'appelle l'Institut suisse des sciences noétiques, voilà, à laquelle je travaille avec mes deux collègues. Claude Charles Fourier, qui est à côté de vous. Oui, donc moi je suis Claude Charles Fourier. Je travaille comme thérapeute dans le cadre de l'Institut. J'ai vécu moi-même pas mal d'expériences aussi, donc ce qui me permet d'avoir à la fois une casquette double. J'ai une vision de l'intérieur et de l'extérieur qui me permet d'aborder ces états, plus généralement d'ailleurs tous les états modifiés de conscience, d'une façon plus précise, disons. Nicolas Fraisse.
Alors, Nicolas Fraisse, moi aussi j'ai une double casquette parce que je suis infirmier et expérienceur. Je vis des sorties hors du corps depuis que je suis enfant. Et voilà, ça fait plus de 10 ans, ça fait 12 ans maintenant que je collabore avec Sylvie et Claude Charles pour justement explorer tous ces domaines de la conscience, tous ces phénomènes d'état modifié de conscience. Et tout ce que je peux dire, c'est que notre exploration ne fait que commencer parce que c'est un champ énorme. Merci Nicolas Fraisse. Et puis à ma gauche, le professeur Besson. Alors vous allez nous donner la position de la médecine et de la psychiatrie par rapport à ces phénomènes. Comment est-ce que vous vous présentez ? On va commencer par saluer tout le monde. Dire que je suis professeur honoraire de psychiatrie à la faculté de biologie et de médecine de l'Université de Lausanne. J'ai fait une carrière d'addictologue. Et dans ce cadre, j'ai quand même vu pas mal de gens qui avaient fait des expériences bizarres avec les drogues. Donc moi, c'est plutôt sur le versant antéogène. Voilà. Et puis, alors plus récemment, depuis quelques années, je m'intéresse aux neurosciences de la spiritualité, non seulement dans le domaine des addictions, mais plus en général. Et le doyen m'a honoré d'un mandat. Je suis en train de monter un CAS, un Certificate of Advanced Studies, médecine, santé, spiritualité, pour une approche biopsychosociale et spirituelle intégrée, avec les deux facultés de théologie et de sciences des religions, et de biologie et de médecine. Nous avons un règlement qui vient d'être validé. Nous allons démarrer en 2019 et nous ferons des regards croisés entre théologiens spirituels et médecins et soignants, bien sûr soignants aussi. Donc ça, c'est important. Et puis, je suis aussi associé à différents travaux de neurothéologie. Je suis en train de préparer un livre de la collection de Savoir Suisse sur la neurothéologie qui raconte un peu d'où on vient du point de vue des neurosciences de la spiritualité depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Et je fais partie des médecins qui sont intéressés aux limites de la science et j'essaye de voir ce qu'on peut dire, ce qu'on peut savoir, mais aussi ce qu'on ne peut pas savoir. Et c'est aussi pour ça que j'ai accepté l'invitation. Je vous entendais parler tout à l'heure, avant qu'on commence, du mystère et du goût du mystère quand il s'agit de science aussi. Alors, je suis un scientifique et un mystique. Je pense que ça n'est pas impossible. Je pense au contraire que les gens qui sont vraiment curieux, ils aiment avoir des connaissances, mais ils aiment aussi avoir de l'inconnaissance, parce que c'est ce qu'on ne sait pas qui est intéressant quand on est scientifique. Alors, Sylvie Détiola, je vais vous donner la parole pour commencer, parce que dans le cadre d'ISNOE, qui est donc l'Institut suisse des sciences noétiques, ça fait 20 ans qu'à Genève, vous recueillez des témoignages de personnes qui ont vécu des expériences de conscience modifiée. Quand on dit OBE, on parle de quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Alors c'est un petit peu le problème, parce qu'il y a la définition officielle de l'OBE, qui est la définition scientifique. Pour être considéré comme une OBE, il faut remplir 3 critères. Il faut avoir d'abord cette sensation de se trouver à l'extérieur de son corps physique. Il faut ensuite voir le monde depuis une perspective élevée. Et le 3e point, c'est voir son propre corps. Ça, c'est la définition scientifique qui, en fait, est basée essentiellement sur des cas pathologiques. C'est des gens qui souffraient de pathologies, d'épilepsie temporale, de migraines aiguës, de choses de chroniques, de choses comme ça. Nous, à travers notre institut, en fait, on est confrontés à une multitude de gens. On a recueilli des centaines et des centaines de cas d'OBE. Et on se rend compte que, finalement, ces critères sont très peu représentés. En fait, il y a un seul point commun qu'on trouve dans toutes ces expériences, c'est effectivement cette sensation de se retrouver à l'extérieur de son corps physique. Mais se trouver d'un point de vue élevé, ça c'est vraiment pas une constante. Des fois les gens se trouvent plutôt, ont l'impression de tomber sous leur lit, ou se trouvent vraiment plutôt en dessous, ou bien à la même hauteur. En général, ils vont s'en aller dans une autre pièce. Donc voilà, ce critère-là n'est pas représenté. Et puis, le fait de voir son propre corps aussi est très, très rare. Par exemple, Nicolas pourra le dire. Lui, je crois que ça lui est arrivé 1 fois ou 2. Mais c'est vraiment quelque chose. Donc, moi, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que quand on dit OBE, finalement, on met sous cette étiquette beaucoup d'éléments qui peut-être ne sont pas forcément de même nature. En fait, au niveau phénoménologique, on voit qu'il y a des grandes différences. Et voilà, ça regroupe des phénomènes certainement assez différents
sur le fond. Alors, à vous entendre, on a l'impression que chaque expérienceur a des particularités. Donc, on va écouter les deux qui sont là ce soir. Valérie Renou, en fait, qu'avez-vous vécu? Alors, après avoir pensé, parce que cette table ronde m'a amené à réfléchir sur mon parcours de vie. Bon, étant enfant, j'ai passé proche de la noyade, donc je suis tombée dans une cascade. Et puis aujourd'hui, la seule image que j'ai est une image comme si on était dans un drone. Donc en fait, je me vois dans la cascade, mais je n'ai aucun souvenir de moi-même étant pris sous l'eau ou quoi que ce soit. Donc, je ne dirais pas que c'est ça qui m'a le plus frappée ou dit que j'avais peut-être sorti de mon corps, parce que j'étais déjà trop petite, et puis à y penser avec du recul. Voilà. La plus grosse expérience que j'ai faite, c'est quand j'ai commencé à travailler dans les soins. Donc, je travaillais de jour, de soir, de nuit, en alternance, en fait, sur des rythmes complètement un peu fous. Au Canada, ce n'est pas la même condition de travail, en tout cas qu'ici. Et puis, je me suis retrouvée avec des vibrations, et un jour, a tellement vibré que je suis sortie, et puis je me voyais très bien. Donc, moi, je réponds aux 3 critères, en fait. Donc, je me suis vue d'une perspective, le corps, et puis, après, est-ce que j'allais plus loin ou pas? Je pense qu'on peut décider. Donc, Nicolas aura plus à dire probablement que moi là-dessus, mais moi, j'ai décidé de revenir parce qu'après, je ne savais pas quoi faire avec ça. Et puis, ça a été répété plusieurs fois pendant une période un peu déstabilisante ou peut-être de fatigue, où moi, j'appelle que j'avais une ouverture peut-être plus grande par rapport à ces phénomènes. Et puis après, j'en ai, à ma connaissance, mais peut-être que j'en ai fait d'autres sous d'autres formes, du coup. Voilà. Alors après, vous nous direz si vous avez osé en parler et puis quelles conséquences ça a eu aussi sur votre manière de voir la vie. Je vous donne la parole, Nicolas. Alors, vous, c'est pas une OBE, mais c'est des centaines que vous vivez depuis votre enfance et c'est presque quotidien pour vous? Oui, c'est quotidien même. C'est quotidien. Pour ma part, le phénomène est très polymorphe, c'est-à-dire que j'ai pas une seule façon de faire une sortie hors du corps, j'en ai plusieurs. Toutes ont des spécificités, toutes arrivent à des moments différents et sont induites par un stimuli différent. Chaque jour, j'en fais une au moment de m'endormir, en fait, à l'endormissement. Il se passe quoi exactement? Alors, lors de ce type de sortie-là, j'ai l'impression au moment où je commence à m'endormir, j'ai l'impression qu'il y a une partie de moi plus fluide qui se décale légèrement de mon corps, comme si on avait un effet de vapeur qui se décrochait un petit peu du corps. À ce moment-là, il y a une sorte d'effet de vortex, comme si la pièce ou moi-même ça se mettait à tourner. Il y a un flash lumineux et puis je me retrouve ailleurs. Et le soir... Ailleurs, c'est-à-dire? Donc le soir, c'est très spécifique et c'est toujours comme ça. Je me retrouve dans le cosmos, donc, au milieu des étoiles, nébuleuses et tout. C'est magnifique, c'est très joli. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut voir. En tous les cas, je retrouve des choses totalement différentes de ce qu'on peut voir, d'images de Hubble, par exemple, des choses comme ça. Pour moi, ces expériences-là, elles sont récréatives. C'est-à-dire tout ce que je vois là-haut, je ne le prends pas pour argent comptant parce que je ne peux pas aller le vérifier avec mon corps. Je vis ça depuis que je suis enfant, je vis des décorporations depuis que je suis enfant, et pour éviter de me sentir devenir fou, j'ai mis en place des rituels de vérification. À chaque fois que je faisais une sortie hors du corps, que je voyais ce qui se passait par exemple chez mes parents, ou chez ma grand-mère, ou ailleurs, j'allais vérifier. Je ne cessais de vérifier. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'ai entamé cette recherche scientifique avec mes 2 compères, parce que j'ai toujours besoin de vérifier, d'être rassuré d'une certaine manière, parce que j'ai jamais réussi à trouver, à part maintenant, des oreilles attentives, mais ça, on y reviendra. Et donc voilà. Donc, cette première type d'expérience, c'est l'expérience du soir avant de m'endormir.
Ensuite, il y a un autre type, c'est les sorties hors du corps pendant que je m'ennuie. Ça, c'est ce que je fais depuis que je suis gamin. C'est-à-dire, et pour moi, c'était normal, tout le monde pouvait le faire, ce qui est logique. D'ailleurs, je n'ai jamais compris pourquoi est-ce que les gens ne le faisaient pas, mais quand on se trouve dans un lieu où on s'embête, c'est normal de pouvoir aller voir ce qui se passe ailleurs. Pour moi, c'était logique. J'étais gamin, j'étais en classe, ça m'embêtait. Je me retrouvais chez moi et je pouvais voir ce qui s'y passait. A priori, tout le monde ne le vit pas. C'est dommage pour vous. Mais c'est bien pratique. Petit, vous pensiez que tout le monde le faisait ? Ah oui, pour moi, tout petit, je pensais que tout le monde le faisait. Alors donc, j'ai commencé à en parler quand j'étais enfant, et puis je me suis très vite rendu compte que non, en fait. Alors, dans les meilleurs cas, on pensait que j'étais un doux rêveur, et puis dans les pires, que j'étais un peu frappé. J'avais beau essayer de démontrer, ça prenait pas, quand on veut pas entendre ce genre de choses, on les entend pas. Alors, depuis 12 ans, il y a ce livre qui raconte vraiment toutes les expériences que vous avez vécues, puisque depuis 12 ans, vous travaillez avec Sylvie Detiola et puis Claude-Charles Fourier pour justement donner de la réalité à ces expériences, pour faire des tests. On parlera de la recherche tout à l'heure. Et vous avez dit plusieurs fois que sans l'accompagnement de Claude-Charles Fourier et de Sylvie, vous auriez pu devenir fou. Oui, j'aurais pu devenir fou si j'avais pas eu cet accompagnement, tout simplement parce que dans notre société, malheureusement, et dans mon entourage, en tous les cas, personne n'était armé pour accepter, accueillir, écouter et essayer de m'aider à comprendre ce que je vivais. Donc, je pense que si je n'avais pas rencontré Sylvie et Claude-Charles, et si les phénomènes avaient pris l'ampleur qu'ils prennent aujourd'hui, oui, je ne serais très certainement pas ici, ou enfin pas dans cette pièce, peut-être un service de psychiatrie quelconque ici, au CHUV. Je voudrais spécifier que ces états où tu n'étais pas très bien ne concernaient pas forcément des sorties du corps. C'est-à-dire que Nicolas s'est mis à développer beaucoup d'autres types d'états modifiés, et c'est dans ces cas-là où il était des fois en perturbation. Mais au niveau des sorties du corps, il avait tellement d'habitude que pour lui, il n'y avait pas de souci, jamais. Alors, l'idée de cette table ronde, c'est aussi de donner des clés au personnel soignant pour accueillir un éventuel témoignage. Qu'est-ce qui vous a aidé ? C'est d'abord qu'on vous croit ? Non, c'est pas qu'on me croit. C'est pas le fait qu'une personne croit ou pas ce que l'autre vit, je pense, en tous les cas pour moi, n'était pas primordial. Ce qui était primordial, c'est qu'on puisse m'écouter, que quelqu'un écoute avec une oreille attentive, pas forcément en croyant bêtement ce que je raconte, mais simplement une oreille attentive. Dans ma profession d'infirmier, plus particulièrement par exemple en salle de réveil, après une anesthésie, certaines personnes racontent, en étant réveillées, des choses qu'elles ont pu vivre pendant l'anesthésie ou pendant l'opération. Et je vois beaucoup de mes collègues qui, d'emblée, disent « c'est normal, vous avez eu des drogues, vous avez eu de la kétamine, c'est normal que vous ayez ce genre de choses, oubliez-les, ça va passer. » Et puis, si ça passe pas, on pousse un petit truc pour calmer, et puis voilà. Mais donc, c'est aussi pour ça que je fais cette démarche de témoigner, que je fais cette démarche de faire cette recherche scientifique, cette exploration avec eux pour dire, oui, peut-être qu'il y a certains phénomènes hallucinatoires qui peuvent faire penser à ce genre de choses, mais il ne faut pas tout mettre sur le dos de l'hallucination. Alors, la difficulté d'en parler, que la parole soit accueillie, c'est vraiment lié à ce type d'expérience, Monsieur Besson ? Oui, parce que la science médicale aujourd'hui, elle est biomédicale, elle est fondamentalement matérialiste scientifique. Donc on peut parler de positivisme. La médecine aujourd'hui a beaucoup de peine à accepter ses limites.
Et c'est vrai que pour le moment, ce qu'on sait des OBE, donc, alors il y a des travaux fondamentaux qui ont été faits par Olaf Blanquet, qui est professeur de neurologie à l'EPFL. Il a pu les susciter par différentes manipulations qui stimulent la jonction pariétotemporale droite. Et il a publié des articles qui ont fait sensation sur le fait que c'était effectivement une production cérébrale, pour faire court. Donc après, les neurologues se sont emparés de cette explication. Ils ont dit, voilà, c'est le cerveau qui souffre. Par exemple, Madame Renoux, elle était fatiguée, stressée, elle manquait de sommeil. Donc voilà, la messe est dite. Et puis, Monsieur Fraisse, voilà, c'est un cas particulier, mais il a probablement une petite micro-épilepsie, parce qu'alors on parle beaucoup d'épilepsie dans ce genre de phénomène. Alors peut-être qu'on ne peut pas l'avoir, la mesurer, peut-être son EEG est normal, mais enfin bon, ça grésille du côté de la jonction temporopariétale. Voilà, ça, c'est quand même le niveau neuro. Après, il y a le niveau psy. Alors, le niveau psy, c'est bon. Alors, d'abord, il y a l'histoire des hallucinations. Ce pauvre homme, il s'y croit vraiment, donc voilà, il projette des convictions imaginaires sur la réalité, donc on est dans des histoires délirantes. Alors, c'est pas du tout ça, hein, mais disons, c'est comme une hypothèse qu'on voit beaucoup en psychiatrie. Après, il y a l'hystérie qui aime beaucoup, alors que les psychiatres aiment beaucoup. L'hystérie peut tout faire, tous les troubles, toutes les impressions, toutes les subjectivités, donc voilà. Après, alors le plus, je pense que Nicolas sera d'accord avec moi, la plus utilisée aujourd'hui, c'est l'épilepsie temporale quand même. C'est-à-dire que dans le fond, et moi j'ai quand même vu dans ma carrière des gens qui avaient été abduqués. Vous savez ce que c'est l'abduction? Non. Alors c'est quelqu'un qui part dans une soucoupe volante, hein, et qui subit des expériences par les extraterrestres dans la soucoupe, puis qui se réveille dans son lit. Et il veut persuader tout le monde qu'il est allé faire un tour avec sa soucoupe, et puis voilà. Alors là, on a la preuve que c'est de l'épilepsie temporale, on a fait de la télémétrie, etc., etc. Mais ce que vous racontez ne ressemble pas du tout à un petit voyage en soucoupe volante, ça n'a rien à voir. Tout du moins, j'en parlerai pas. En plus. Alors après, ça c'est l'hypothèse à la mode, on parle, parce qu'on ne sait pas très bien ce que c'est que la conscience, il faut qu'on s'arrête 30 secondes là-dessus. On va y revenir longuement. Ouais. Mais dans le fond, honnêtement, les neurosciences, elles balbutient sur ce que c'est que la conscience. On a quelques imageries cérébrales, un peu de génétique, quelques électroencéphalographie, mais s'il fallait définir la conscience aujourd'hui devant vous, de A à Z, je pense qu'il serait obligé de vous dire qu'il y a des définitions multiples, hétérogènes, et conflictuelles, parce qu'après, il y a les questions de vocabulaire, l'esprit. Où est l'esprit? Alors l'esprit, il est dans la tête, oui, mais il est aussi dans le corps, il est aussi dans la relation. Enfin, ça devient compliqué de savoir où est la conscience. Et même les Jungiens admettent que dans le fond, il y a un inconscient collectif. Donc on participe à quelque chose de plus grand que nous. Donc personne n'est d'accord. Voilà. Donc ça, pour être clair. Donc du coup, je finis là-dessus, la dernière chose à la mode, c'est ce qu'on appelle les troubles dissociatifs. C'est-à-dire que dans le fond, le cerveau, c'est une machine très compliquée, il y a des centaines de milliards de neurones, avec des millions de milliards de connexions, et puis c'est normal que chez 5 à 10% des gens, de temps en temps, ça se découple. Puis voilà, donc il y en a 10 millions de neurones là, qui vont un peu ailleurs, et puis c'est la dissociation. Alors surtout chez les gens qui ont vécu des traumatismes, et ça, alors c'est de la clinique qui est documentée, elle est solide, les enfants battus, c'est un mécanisme de défense qui est reconnu. L'enfant battu sort de son corps, voit l'adulte qui le bat et il dit dans sa tête, un enfant est battu. C'est un mécanisme de défense pour moins souffrir, physiquement et psychiquement. Il ne sent pas la douleur, et ce n'est pas lui, et ce n'est pas son père, etc. Donc ça, c'est quand même, il y a un continuum entre ces expériences de troubles dissociatifs, l'épilepsie, et puis des choses plus mystérieuses. Et alors, moi, quand j'entends, ou que je vois Nicolas, que j'entends les expériences qu'on va nous rapporter, je m'arrête sur le côté subjectif de l'expérience. Moi, évidemment, je m'arrête comme scientifique quand il peut deviner ce qu'il y a derrière le mur. Parce que alors là, à ce moment-là, c'est tellement énorme comme remise en question, finalement, de ce que c'est que la conscience, de ce que c'est que la science, tout simplement, que si vraiment un esprit peut aller se promener dans l'appartement puis voir ce qui se passe ailleurs, alors on doit redéfinir ce que c'est que l'expérience psychique, ce que c'est que la diffusion de la conscience, les rapports à l'univers. Enfin, ça devient tellement énorme que si on arrivait à prouver ça, il faudrait revoir les bases physiques de la conscience, parce qu'aujourd'hui, on analyse la conscience avec la physique de Newton. Dans le fond, on a des neurones qui sécrètent des neurotransmetteurs qui arrivent sur des récepteurs. Mais dans le fond, c'est des pommes qui tombent du pommier sur le gazon. On est dans Newton.
Alors que c'est beaucoup plus probablement vachement plus compliqué parce que quand vous avez des millions de milliards de connexions, il y a probablement des interactions faibles qu'on ne mesure pas, qui sont de l'ordre probablement, alors j'aime pas me gargariser avec ça, mais on est obligé d'évoquer la physique quantique quand même, parce que c'est des dimensions d'interaction probablement au niveau atomique ou moléculaire qu'on ne peut pas mesurer en l'état de nos connaissances. Et j'en veux pour preuve que les premiers travaux d'imagerie qui ont été publiés cette année sur la médiumnité montrent le silence de la machine. Donc, voilà, où je m'arrête. Alors, je vais vous donner la parole, Sylvie Détiola, parce qu'en fait, depuis 12 ans, avec Nicolas, vous travaillez à justement tenter de faire de la recherche pour pouvoir apporter des preuves. Effectivement, comme l'a dit le professeur Besson, il y a un moment, il faut pouvoir objectiver cette expérience pour pouvoir avoir cette fameuse preuve. Et moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ça, je me suis dit, on peut théoriser autant qu'on veut, on peut être pour ou contre, mais il y a un moment, il va falloir simplement décider, est-ce qu'on est dans quelque chose qui est du domaine de l'hallucination ou est-ce qu'on a affaire à quelque chose d'autre. Donc c'était la première étape. Donc l'idée, c'était de monter un protocole de recherche qui permette justement d'objectiver le phénomène et de vérifier la réalité des perceptions visuelles qui étaient rapportées au cours de cette expérience. Donc voilà, on a monté ce projet il y a une dizaine d'années. Je peux vous expliquer le protocole. C'était vraiment un protocole qu'on avait monté de manière totalement informatisée pour limiter le maximum de biais humains, qui était monté aussi en double aveugle, c'est-à-dire qu'on avait un système avec 2 ordinateurs. On se tenait dans une première pièce. Alors on a fait ce test avec un certain nombre de candidats, mais c'est avéré que le seul avec qui on a pu vraiment aller assez loin, même très loin, c'est Nicolas. Donc l'idée, c'est ça, on se tenait en tout cas dans la pièce avec le candidat qui était allongé sur un matelas et un premier ordinateur. Et depuis ce premier ordinateur, qui était connecté à un deuxième ordinateur qui était dans la pièce d'à côté, la pièce d'à côté était fermée à clé, les stores étaient baissés. Et dans le deuxième ordinateur, il y avait une base de données d'images, de à peu près 200 images à l'époque. Et donc, quand on appuyait sur le premier ordinateur, on pouvait lancer un programme sur le deuxième qui allait choisir aléatoirement une image dans la base de données et la projeter contre un écran. Donc nous, à ce moment-là, personne ne savait ce qui était l'image qui était en question. Donc à ce moment-là, le candidat devait essayer de sortir de son corps, d'aller dans la pièce d'à côté, de voir l'image, de revenir. À ce moment-là, on lui demandait de nous raconter ce qui s'était passé pour avoir d'abord une description générale. Et ensuite, on rappuyait sur l'ordinateur et le programme lui présentait 20 images parmi lesquelles il devait formellement identifier l'image cible de manière à ce qu'on puisse faire un calcul de probabilité et pouvoir exclure le hasard, parce qu'il aurait pu choisir la bonne image par hasard. Donc c'est quand même des tests qui ont été assez longs à mettre en place, notamment pour la partie informatique, mais aussi, peut-être Nicolas en parlera un petit peu après, parce que c'est très difficile. Et c'est pour ça, parce que quand on le présente comme ça, on a l'impression que c'est extrêmement simple. Moi, même la première, je me suis dit, il peut le faire. En moins d'une année, c'est bouclé, on a fini cette recherche. Mais le problème, c'est ça, c'est qu'entre faire cette expérience tout seul, chez soi, dans des conditions détendues, les personnes ont un peu l'impression qu'elles peuvent le faire à volonté. Et Nicolas, à l'époque, tu pensais plus ou moins pouvoir le gérer. Et en fait, quand on vous met dans des conditions d'expérience, il y a une pression psychologique, on attend quelque chose de vous, qu'on vous observe. Parfois, il avait des électrodes sur la tête. Voilà, ça crée une pression qui fait que tout d'un coup, les candidats bloquent. Donc il y a eu tout un travail qu'on a mené avec Nicolas, je pense que Claude Charles pourra en parler après. Enfin voilà, quand tout a été prêt, on a pu mener 40 tests en fait avec Nicolas. Et sur ces 40 tests, Nicolas a pu identifier correctement l'image cible 7 fois. Alors cette fois, ça pourrait paraître peu, mais ce qui s'est passé, c'est que les 33 autres fois, c'est pas que Nicolas est revenu et a choisi une mauvaise image, il est revenu en disant « je ne peux pas faire mon choix parce que je n'ai pas vu l'image », soit parce qu'il n'avait pas réussi à sortir de son corps, soit parce qu'il était parti ailleurs, ou alors parce qu'il était encore mal positionné dans la pièce et qu'il n'avait pas vu l'image. Donc ce qu'on peut dire, c'est que sur les 7 fois où il est revenu en disant « j'ai vu l'image », il l'a identifié correctement. Donc c'est du 100% dans ces conditions-là. Donc pour nous, ça reste un résultat qui est extrêmement fort. Bien sûr, ce n'est pas suffisant,
Il faudrait que ce soit reproduit avec une autre équipe, un autre matériel, on en est bien conscient. À l'époque, ensuite, nous, on a eu des problèmes financiers dans notre institut, on a dû arrêter cette recherche. Mais c'est pas anodin, ça, dans ce domaine pas de se retrouver à court de moyens. Bien sûr, effectivement, c'est le gros problème, c'est qu'on n'arrive pas à avoir des financements classiques par les filières classiques parce que justement, on teste une hypothèse qui va à l'encontre du dogme central des neurosciences qui postule que la conscience est produite par le cerveau et qu'elle est solidement chevillée au corps. Et à partir du moment où simplement on émet un doute par rapport à ça, on n'est pas pris en considération, on n'est pas pris au sérieux. Et moi, je me suis dit, mais s'il y a une seule chance que cette hypothèse soit vraie, c'est comme le dit le professeur Besson, ça remet tellement de choses en question. Je me suis dit, mais ça vaut la peine d'essayer. Je veux dire, c'est ok, si on n'y arrive pas, si on voit que c'est une hallucination, on en aura le cœur net. Mais l'enjeu est tellement énorme que moi, c'est vrai que ça me paraissait incroyable que ça suscite pas plus d'intérêt dans la communauté scientifique. Ça signifierait quoi, la prise en compte d'une étude comme ça par la communauté scientifique ? Bon, d'abord, il faut être tout à fait d'accord avec Sylvie. Il faut une méthode en béton armé avec des statistiques fracassantes, j'entends. Il faut être super, super fort. Mais ça va dans Science, Nature, tout d'un coup, ça va dans les journaux majeurs. C'est une révolution scientifique à l'échelon du siècle. Donc, voilà. Donc, du coup, évidemment, il y aura des surprises parce que oui, tout d'un coup, il faut commencer à faire des protocoles au niveau de la physique quantique, de la conscience, et puis on n'a pas du tout les moyens. Depuis que Einstein a dit, et c'est vieux, Einstein, ça fait 100 ans, la théorie de la relativité, mais personne n'en a tenu compte en biologie, pour le moment. C'est que, dans le fond, la relativité de l'espace et du temps, n'est-ce pas, est un constat que n'importe quel physicien admet. C'est assez simple, en fait. Bon, mais alors, en matière de conscience, personne, à part Carl Gustav Jung, avec Wolfgang Pauli, sur la synchronicité, qui est une autre forme de causalité. Vous savez sans doute que la causalité ordinaire, pour nous, elle est linéaire, c'est-à-dire qu'il y a A implique B, implique C, et ainsi de suite. Mais pour Wolfgang Pauli et Carl Gustav Jung, on est dans les années 50, il y a une causalité non linéaire qui est synchronique, c'est-à-dire que c'est des affinités symboliques qui se rencontrent. Vous avez peut-être déjà vécu ces moments incroyables. Vous pensez à votre fille, elle surgit, ces choses-là. Donc la synchronicité, c'est une causalité non linéaire. Donc il y a déjà des prémices de gens qui ont réfléchi à la relativité dans le champ de la conscience. Mais tout le monde a dit que Jung était un peu fou, que Pauli était un physicien un peu marginal, et puis, comme d'habitude, il n'y a pas assez de masse et d'évidence scientifique pour passer l'épaule. Et si vous ne passez pas l'épaule, c'est vous qui êtes le fou. Et ça, c'est le problème. C'est la question que je voulais poser tout à l'heure. Est-ce que c'est un suicide académique de s'intéresser à ces sujets ? Écoutez, en ce qui me concerne, j'ai toujours réussi à ne pas franchir la ligne jaune, en tout cas pas la rouge, parce que, dans le fond, moi, j'ai sauvé ma peau à la faculté en restant toujours extrêmement rigoureux sur la question de la science. C'est-à-dire, je n'ai jamais rien dit qui ne puisse être evidence-based dans mon domaine. Par exemple, l'impact de la spiritualité sur la santé, pour prendre un exemple, j'ai la bibliographie derrière. Dans le champ des addictions, j'ai 1342 études evidence-based qui montrent l'impact favorable. Donc ça, c'est quand les gens ont vu ça, ils ont été obligés de laisser passer. Alors, c'est dans un domaine, mais ça prend de la place. Je peux vous donner un exemple. J'ai été à l'inauguration du Centre du cancer, Agora, et on a commencé à parler un peu de psychoneuroimmunologie. Ça intéressait beaucoup les oncologues. Quel est le contrôle neuronal de l'immunité? Quel est le contrôle psychique des neurones? Et tout d'un coup, la conscience devient quelque chose d'un autre ordre qui peut aussi s'incarner. Donc, si elle s'incarne, est-ce qu'elle peut se désincarner? Mais là, de nouveau, on va tellement loin que... Alors, moi, j'ai sauvé ma peau en restant très prudent au niveau de l'evidence-based. Vous devez faire la même chose, sinon vous finirez à la guillotine scientifique. C'est-à-dire que moi, j'ai fait le choix de sortir du monde académique très tôt, parce que j'ai senti que je n'aurais pas cette liberté d'étudier exactement ce que je voulais. Et je pense que je l'ai fait surtout pour moi, pour avoir mes propres réponses, en me disant, tant pis, je ne ferai pas de carrière académique, mais voilà, j'avais besoin de trouver mes réponses dans ce domaine-là. Alors, vos réponses, Sylvie Détiola, en ce qui concerne la conscience, le champ de la conscience. Alors, je dirais que moi, je n'ai pas de réponse, puis je me garde bien d'en avoir, et je ne veux surtout pas m'arrêter sur des certitudes. Je crois, comme l'a dit Nicolas quand on a commencé, plus on avance, plus on a de questions. Moins on a de certitudes. Mais c'est vrai que
Actuellement, on est dans une impasse au niveau des neurosciences. Ce modèle matérialiste qui postule que tout est issu de la matière, que la conscience est issue de la matière, ne nous amène nulle part. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à expliquer ce phénomène de la conscience. Et ce n'est pas force d'avoir essayé. Donc, il y a quand même actuellement des grands scientifiques, des neuroscientifiques. Notamment, il y avait Christophe Corr, qui est un neuroscientifique qui travaille aux États-Unis dans un projet qui est l'équivalent du Human Brain Project à Seattle, au Allen Institute, qui était encore à l'EPFL la semaine dernière. Donc, qui est vraiment quelqu'un qui a tout à fait une très grande réputation et qui, lui, fait le pari et qui commence à dire, ben voilà, on a été au bout de notre modèle, on n'arrive pas à élucider ce modèle de la conscience. Postulons peut-être que la conscience soit une sorte de donnée fondamentale de l'univers, au même titre que l'espace, que le temps. Et à partir de là, on ne pourrait pas vraiment l'expliquer. C'est une donnée de base. Et il dit, voilà, faisons ce pari-là. Peut-être qu'il est faux. On n'a pas plus de preuves que la conscience est produite par le cerveau que la conscience ne soit pas produite par le cerveau, mais en faisant ce pari-là, on va certainement en apprendre beaucoup. C'est-à-dire que ça va nous permettre peut-être de sortir de cette impasse et d'avancer en tout cas dans cette compréhension de ce qu'est la conscience. Donc voilà, moi j'aime bien cette théorie, mais je ne peux pas dire qu'elle a été prouvée, ni que c'est la bonne forcément. Bien sûr. Dans le fond, soit le cerveau est une espèce de MP3 qui crache des fichiers, soit c'est une espèce de radiotransistor qui peut recevoir des émissions et produire ses propres commentaires. Et en neurothéologie, le grand débat, c'est est-ce que le cerveau fabrique le divin dans l'homme, auquel cas c'est un processus évolutionnaire, on est doté de facultés spirituelles pour mieux supporter la souffrance et la mort, auquel cas, faisons court, Dieu est une invention. Bien. La posture inverse, c'est non, pas du tout. L'univers est habité par de l'esprit, l'esprit est dans la nature, et le cerveau est, dans le fond, la créature la plus élaborée pour accéder à l'esprit, auquel cas, dans le fond, je vous la fais court parce qu'on a autre chose à faire, mais Dieu est une découverte. Alors, évidemment, c'est une posture radicale. Soit l'esprit est une sécrétion cérébrale, le divin, le spirituel, ou bien c'est quelque chose à quoi on accède. Alors, pour en savoir plus, je suis allé voir l'ancien recteur, mon ami Dominique Arletta, qui est un grand mathématicien, et je lui ai demandé, Dominique, je veux savoir si les mathématiques sont une production symbolique du cerveau qui permet d'expliquer les lois de la nature, et la physique notamment, ou, dans l'autre sens, si les mathématiques existent dans la nature, auquel cas le cerveau accède aux lois de la nature à travers les mathématiques. Alors il a réfléchi 30 secondes, ce qui est très long chez lui, et il m'a répondu, Jacques, en mathématiques, cette question est indécidable. Ah, j'étais heureux, je suis sorti en dansant et en chantant, parce que je me suis dit, voilà, saint Thomas d'Aquin avait dit, pas de vérité sans liberté. Donc, cette incertitude, qui est un grand principe de l'univers, le principe de Heisenberg, etc., on le retrouve dans la conscience aussi. Nous sommes libres par rapport à ces choix. Si nous décidons que Dieu est une invention, dans le meilleur des cas, on peut se comporter de manière éthique. Mais si on décide que c'est une découverte, waouh! Alors, dans votre livre Voyage aux confins de la conscience, 10 années d'exploration scientifique des sorties hors du corps, que vous co-signez avec Claude Charles Fourier, on voit vraiment tout ce qui se met dans votre chemin quand vous cherchez à faire de la recherche. Et vous parlez de changement de paradigme et du fait qu'il faudrait presque une autre génération, une nouvelle génération de scientifiques pour qu'on puisse aborder ces sujets. C'est un peu la conclusion de votre livre. Qu'est-ce que vous mettez dans le changement de paradigme? On entend beaucoup ce mot, mais c'est quoi pour vous? Un paradigme, c'est un ensemble de règles, de représentations du monde
à travers lesquels on va, toute la recherche va être conditionnée en fait, par le paradigme. Actuellement, on est dans ce paradigme matérialiste, c'est-à-dire que toutes les hypothèses de travail qu'on pose, ce sont déjà des hypothèses qui confortent le paradigme. Comme je l'ai dit avant, postuler que la conscience n'est pas produite par le cerveau, mais que le cerveau capterait la conscience, ça n'entre pas dans ce paradigme. Donc, on ne pose pas cette hypothèse. Donc, voilà, actuellement, on est, je pense, peut-être au début d'un changement de paradigme, c'est-à-dire que de plus en plus de scientifiques, et ça vient beaucoup des physiciens notamment, commencent à remettre en question le fait que la matière soit la réalité première, on pourrait dire, de l'univers, qu'il y ait quelque chose au-delà de la matière. Et il y a eu les travaux de Thomas Kuhn qui ont montré que justement les changements de paradigme, ce ne sont pas quelque chose qui se fait de manière linéaire, c'est quelque chose qui se fait par à-coups en fait. Donc il y a un moment où il y a un certain nombre d'anomalies qui vont s'accumuler, qui vont remettre en question le paradigme. Et puis il y a des modèles comme ça qui vont émerger, qui vont être violemment, les gens vont violemment s'opposer à ces modèles. Puis un jour, il faut attendre. Alors c'est ce qu'il disait, il faut attendre un moment qu'il y ait la vieille génération qui disparaisse, et puis les nouvelles idées peuvent faire leur chemin. Voilà. Yes. J'ai encore une petite remarque. Il y a un type génial qui s'appelait Pierre Teilhard de Chardin au XXe siècle. C'était un jésuite et un paléontologue. Donc, il s'intéressait à l'histoire de la Terre, la géologie, puis l'archéologie, puis les vestiges, y compris humains. C'est celui qui a trouvé les premiers restes humains à Shukutian, en Chine, des vestiges qui montraient la présence d'un culte en 300 000 avant Jésus-Christ. Donc, pour dire que c'était un scientifique de qualité. Mais son hypothèse, c'est que nous ne sommes pas dans un cosmos, mais dans une cosmogenèse, c'est-à-dire que l'univers est en déploiement. Et ça, c'est une grande idée religieuse dans toutes les grandes religions. Par exemple, en hindouisme, l'univers est un œuf cosmique. Le Brahman, le dieu primordial, s'est sacrifié en une myriade d'étincelles divines dont nous sommes tous porteurs. Et le dieu se reconstitue. Et j'ai discuté de ça avec le Dalai Lama. J'ai eu la chance de discuter avec lui en 2013 de ces questions. Et pour lui, c'est évident. Il y a un nombre infini d'univers qui sont tous porteurs de conscience, et chaque fois sous une forme différente. Donc on pourrait dire, si on veut être courageux, aller dans le sens de vos physiciens, mais c'est mon intuition de psychiatre, c'est que dans le fond, il n'est pas impensable que l'univers soit un esprit et que la matière se spiritualise. Auquel cas, les neurosciences seraient la preuve que la matière se spiritualise, puisque le cerveau accède au dialogue avec le monde créateur. Comment est-ce que vous, Valérie, et vous, Nicolas, vous voyez ça? Vous qui vivez cette expérience d'autres univers. Disons que moi, j'ai arrêté de vouloir mettre dans des cubes mon questionnement ou mon étonnement ou ce que j'entendais. Donc, c'est vrai que je rejoins tout à fait professeur Besson quand il dit qu'il n'y a pas de réel. En fait, je me sens plus nécessairement toujours physiquement quelque chose. C'est plutôt... j'ai une sensibilité à la conscience autre qui me permet de peut-être d'être plus ouverte ou d'arriver à accepter. On parlait d'inconnaissance au début de la table ronde, et bien, cette inconnaissance, elle sert beaucoup, en tout cas dans les soins, quand on veut justement offrir le meilleur ou avoir cette espèce de syntonie, hein, donc cette vibration en accord avec quelqu'un d'autre pour arriver à créer une situation ou en tout cas un moment de soin qui soit privilégié et vraiment bénéfique pour la personne. Donc voilà, moi ça me... En fait, jusqu'à maintenant, je ne me suis jamais posé la question par rapport à ça. Mais c'est quelque chose qui est tellement évident pour moi et qui existe que je ne le questionne pas. Au contraire, je deviens curieuse de l'expérience de l'autre et puis plutôt aller pousser dans ce qu'il peut vivre et puis en faire quelque chose de positif. Voilà, moi c'est plus... Oui, je suis assez d'accord avec Valérie dans le sens où moi non plus, je me suis jamais vraiment posé la question auparavant en fait de comment est-ce que tout ça fonctionnait ou pourquoi matière, pourquoi conscience, tout ça. J'ai commencé à me poser des questions et, quand j'ai rencontré Sylvie et Claude Charles, qui s'en posaient déjà
énormément, et du coup ça m'a peut-être un peu déteint dessus. Et au final, j'essaie d'explorer avec eux et de comprendre. C'est étrange parce que c'est pas le bon mot. Disons que j'ai l'impression que comprendre, c'est vouloir mettre dans une petite boîte quelque chose qui nous dépasse et qui dépasse ce cerveau, ce mental. Donc, on va dire j'essaie de trouver la juste place de la matière dans cette immensité. Un tout petit commentaire très rapide, juste pour dire que quand les ingénieurs de l'EPFL ils provoquent des OBE avec des machines, et voilà, ils ont des arguments pour dire que tout ça c'est de l'imaginaire au sens large, hein, donc puisque c'est une production cérébrale. La difficulté avec le témoignage de Nicolas, c'est qu'on passe l'épaule du subjectif à l'objectif. On n'a pas encore la preuve. Mais pour le moment, scientifiquement, on n'a pas encore de preuve. Donc pour le moment, il n'y a rien de spirituel dans les sorties du corps. Il s'agit d'un phénomène psychique assez répandu qui peut accompagner des troubles ou non en termes psychiatriques. Donc la barrière, la ligne, c'est est-ce que c'est objectivable ou non. Et pour le moment, il n'y a rien de spirituel tant que c'est subjectif, n'est-ce pas? Par contre, le jour où c'est objectivé, alors ça pose des questions sur la nature de l'univers. Ouais, moi, je voudrais juste peut-être apporter une précision. Vous avez parlé plusieurs fois des travaux d'Olaf Blanquet qui avaient été faits. Et là, je voudrais quand même justement préciser que ces travaux ont été faits effectivement avec des patients qui souffraient de pathologies, mais qu'au niveau phénoménologique, les expériences qui ont été rapportées par ces patients ne sont pas du tout les mêmes que ce que vit par exemple Nicolas. Complètement d'accord. Par exemple, la première patiente, à partir de laquelle tout est parti, eh bien, voilà, quand on stimulait effectivement le gyrus angulaire au niveau de la jonction temporopariétale de son côté droit, elle disait qu'elle s'écriait, enfin, une fois que l'expérience était terminée, elle s'écriait « je me suis vue d'en haut ». Et en fait, quand on lui a demandé de décrire, non seulement elle ne voyait que le bas de son corps, elle ne voyait pas le haut, elle ne voyait pas l'environnement, elle ne voyait absolument rien, tout était flou. Et surtout, et ça c'est le point le plus important, et ça j'en ai discuté avec Blanquet, mais ce n'est pas écrit dans les papiers, l'expérience n'avait pas lieu quand elle fermait les yeux. Et dans nous, toutes les personnes qu'on rencontre, alors déjà, la vision du corps n'est jamais distordue ou tronquée, elle est toujours extrêmement précise, il y a toujours l'intégrité qui est respectée. Les gens voient très très bien l'environnement, d'ailleurs c'est ça qui les intéresse plus que leur propre corps, dont en général ils vont plutôt se désintéresser, mais par contre la petite poussière ou le petit détail, ça ils vont le voir. Et puis surtout l'expérience a lieu que l'expérienceur ait les yeux fermés ou ouverts. Et ça c'est vraiment un point important. Donc moi, à mon avis, là, on a vraiment affaire à deux phénomènes totalement différents. Effectivement, dans le cas des patients de Blanquet, d'illusions dont le cerveau est tout à fait capable, ça on est bien d'accord. Alors, je propose qu'on quitte un peu le champ de la recherche scientifique pour parler de ce que vivent les gens après une OBE. C'est une expérience qui est troublante, perturbante, qui peut changer aussi la vision du monde, le rapport à la vie. Quelles sont vos observations? C'est vrai que, suivant la forme que va prendre la sortie hors du corps, les personnes vont pouvoir être satisfaites, interrogatives, puis parfois extrêmement perturbées. Alors, à ce moment-là aussi, il y a beaucoup de critères, savoir si la personne vit cette sortie hors du corps pour la première fois, si elle est coutumière du fait, qu'est-ce qui va venir déclencher, si c'est des événements traumatiques, des peurs, ou si simplement une fatigue ou quelque chose comme ça. Donc, ça reste un domaine extrêmement varié, variable. Il y a la notion du déclencheur et après la notion de l'expérience en elle-même. Alors là aussi, les personnes, on a abordé tout à l'heure un aspect possible de la spiritualité, mais quelqu'un qui n'est pas spirituel avant l'expérience ne va pas forcément le devenir après. Et parfois, c'est l'inverse aussi. Quelqu'un qui ne l'était pas va peut-être le devenir. Donc, il faut voir aussi qu'il y a tous les conditionnements qu'on a reçus depuis notre naissance qui vont faire qu'on va vivre l'expérience d'une façon plutôt que d'une autre. Et puis aussi le profil psychologique de la personne. Par exemple, quelqu'un qui est extrêmement peureux, s'il vit cette expérience, il va avoir la peur de sa vie. Quelqu'un qui est bien dans sa peau, il va trouver que c'est intéressant et éventuellement, il aura envie que ça se repasse, que ça recommence. Donc, c'est quelque chose de vraiment
où il faut être créatif à chaque cas, parce que chaque cas est un cas particulier presque. Et donc on ne peut pas établir une règle. C'est presque la règle, c'est qu'il n'y en a pas. Donc il faut rester ouvert et puis à l'écoute. Est-ce que c'est une expérience spirituelle en soi? Non, pas forcément. Ça peut le devenir. Ça peut le devenir suivant justement si la personne après va rencontrer des accompagnants qui vont savoir lui faire voir plus loin que l'expérience elle-même, parce que toute expérience, même que ça soit une sortie hors du corps ou n'importe quel autre état modifié, c'est un événement traumatique, mais ce n'est pas forcément une ouverture sur le monde spirituel. Alors parfois, certaines expériences, oui, là on parlait l'autre fois des expériences d'émergence spirituelle, mais là aussi c'est extrêmement ambigu parce que certaines personnes qui vivent cette expérience vont carrément péter les plombs, ils vont passer les bouffées délirantes et tout, et parce qu'il n'y a pas forcément un bon accompagnement, quelqu'un qui va les remettre les pieds sur terre. Donc la spiritualité, c'est quelque chose de différent. Il y a les états modifiés et il y a la spiritualité. Et il ne faut pas mélanger les deux. Mais parfois, ils sont à mélanger aussi. On retombe vraiment sur cette chose que l'accompagnant va peut-être pouvoir aider l'expérienceur à aller dans la spiritualité si lui-même est déjà... On ne peut pas emmener son patient là où on n'est pas déjà allé. Et ce qu'on ne connaît pas, on ne peut pas lui faire connaître. Alors, dans le cadre des soins médicaux, quels sont les ingrédients qui peuvent permettre un bon accompagnement? Alors, Nicolas a dit 2-3 choses avant, et vous, de votre point de vue? C'est vraiment... il faut garder un esprit ouvert, créatif, une sensibilité, l'intuition. Finalement, il faut être soi-même un petit peu dans un état modifié pour recueillir, pour comprendre de l'intérieur ce que vit la personne. Puis après, il y a tout le contexte dans lequel on a pu déjà naviguer et apprendre en voyant des milliers de cas qui permet de se situer dans l'événement. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, Valérie, peut-être à vos collègues on revient vers vous après sur l'accueil d'un patient qui raconterait une expérience? C'est vrai que l'écoute est une grosse partie. Et puis, moi, je reviens sur l'aspect curiosité, mais pas malsaine, mais vraiment curiosité, envie de comprendre l'expérience, pour être capable de la qualifier, probablement ce que vous faites aussi, si c'est positif ou négatif. Et puis, de l'accompagner en fonction de la perception de la personne. Parce qu'en fait, c'est ça qui compte le plus, parce que ce qui est vécu est une réalité qui est subjective, certes, mais qui est ancrée et qui résonne dans la personne. Donc, si on en fait état, on la banalise, ou on n'écoute pas proprement parler, ou on n'est pas curieux de ce qu'il va dire, eh ben, c'est vrai que ça devient difficile pour la personne déjà de continuer à s'ouvrir, et à deux, de mettre de côté peut-être des peurs associées ou des choses comme ça qui lui permettent de ne pas ressortir finalement avec un moment positif de l'expérience. Donc, c'est vrai que moi, en fin de vie, c'était ce que je faisais souvent. Et puis, j'avais beaucoup plus à rassurer habituellement les familles par rapport à ce que les gens exprimaient que la personne elle-même, parce que la personne elle-même était très bien avec ses OBE, justement parce que ça la libérait d'une souffrance quelconque. Et puis que les familles, elles, ça leur faisait peur. Oh mon Dieu, mais elle va où? Est-ce qu'elle va revenir? Est-ce qu'elle va partir? Est-ce que c'est normal que... Et puis, en expliquant gentiment et puis en étant à l'écoute de leur peur, on arrivait à rendre le moment, en fait, à ce que ça devienne un moment de partage pour la famille et que la personne puisse vivre ça en toute sérénité, finalement. Oui, ça, c'est extrêmement important ce que vous venez de dire. C'est que souvent, les proches, l'entourage, ont tendance à dramatiser ce qui se passe, et au lieu de rassurer l'expérienceur, ça le met dans des doutes et dans des grandes peurs. Ça, c'est vraiment très, très important. Donc, l'information est primordiale. Parce que souvent, on se rend compte que l'expérience en elle-même n'est pas traumatique. Et nous, on le voit pour les OBE, mais pour plein d'autres phénomènes, pour les expériences de mort imminente, c'est souvent les réactions des gens qui vont créer un problème. Et je dirais que nous, on se rend compte que ce qui est primordial, c'est cette écoute sans jugement, simplement d'accueillir ces témoignages sans essayer d'apposer des étiquettes, des interprétations, des explications, simplement d'écouter
sans jugement, ça fait en tout cas 50% du travail pour rassurer la personne. Oui, parce que lorsqu'on vit ce type d'expérience, on se fait déjà tout un truc dans notre tête. Donc si en plus on rajoute les étiquettes des autres, c'est sûr que c'est pas évident de démêler les choses. Ouais. Parce que le mental a le don de faire des choses avec ce qu'il pense percevoir lors d'une expérience de ce type. Donc ça peut passer par justement des peurs. Après, on peut aussi parler d'ego. On peut parler de tout un tas de choses qui se greffent dessus. Et l'expérience devient soit traumatique, soit de type mégalomaniaque à cause du mental qui va essayer de réinterpréter ce qu'il a pu voir et toujours coller des nouvelles choses avec les interprétations qu'il fait de ses schèmes antérieurs, etc. Alors pour être très concret, un infirmier, une infirmière qui se retrouve face à un témoignage comme ça, qu'est-ce qu'on peut lui conseiller ? Est-ce qu'il peut se faire aider ? Est-ce qu'il ose en parler avec ses collègues ? Est-ce que ça va être dans le domaine psy, dans le domaine spirituel ? Moi, j'ai eu la chance de travailler avec une équipe de soins à domicile qui était très ouverte, dont certaines faisaient même de la médiumnité ou avaient vécu eux-mêmes des expériences similaires à moi, et puis aux personnes qu'on suivait. Donc, c'est vrai que j'avais peut-être un cadre privilégié pour pouvoir en parler et puis accepter justement cette réalité. Mais ce n'est pas le cas tout le temps. Voilà. C'est vrai que de moi, avant maintenant, en fait, j'en ai jamais parlé à personne. Bon, à mon père une fois, mais qui lui aussi vivait ça. Donc, du coup, ça a tout de suite calmé mes peurs parce que c'était quelque chose de famille, quoi. Mais d'en parler aujourd'hui publiquement, là, dans l'hôpital, dans le cadre de l'école où vous enseignez, vous êtes posé la question, c'était un choix? Non, quand Corinne est venue me voir, on a discuté de ça par hasard, parce que je dis, c'est sympa ton truc. Et puis, moi, j'en ai déjà fait, donc tu viendrais pas parler. Et puis, en fait, j'avais jamais pensé partager ça. Donc, pour moi, c'était un peu peut-être comme Nicolas, où à un moment donné, c'est tellement une évidence que ça fait partie de moi. Et puis, j'ai pas été poussée, j'ai pas été traumatisée, parce que l'expérience n'a pas été traumatisante non plus. Donc... Est-ce qu'on sait combien de personnes vivent ce genre d'expérience ? Il y a différentes études qui ont été réalisées. C'est vrai qu'on parle en général entre 5 et 10% de la population générale aurait vécu au moins une fois dans sa vie ce type de sensation. Il y a certaines études, selon le type de population étudiée, ça va jusqu'à 50% des populations d'étudiants aux États-Unis. Mais là, je pense effectivement il y a le cannabis qui devait aussi influencer un peu. Donc, mais disons, voilà, entre 5 et 10% de la population, donc c'est quand même pas rien. Jacques Besson. Oui, effectivement, merci beaucoup. C'est vrai que là, l'addicto, elle a quelque chose à dire. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, la zone frontière, la zone de rencontre, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens qui prennent des produits pour se dissocier. On peut évoquer le cannabis à haute dose, on peut évoquer les psychodysleptiques, notamment le LSD, mais il y a bien d'autres produits, évoquer la kétamine. Et puis, alors, allez, très brièvement quand même sur la question du chamanisme, qui fait retour aujourd'hui. Donc, vous savez que le chamanisme est à la mode. Moi, j'ai quand même beaucoup de patients qui se sont sortis de l'addiction en devenant chamans. Alors, ils vendent des champignons à la riponne, si jamais. Voilà. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que paradoxalement, il faut rappeler qu'à l'aube de l'humanité, n'est-ce pas, que les premiers humains qui doivent affronter le cosmos avec toute l'angoisse qui va avec, l'inconnu, la finitude, en termes très simples, eh bien, la première chose qu'ils vont faire, c'est d'essayer, dans le fond, de voir l'invisible. Et qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils ont des chamans qui sont à la fois prêtres et médecins et qui donnent des drogues entéogènes. Et là, vous tombez sur les premiers sorciers qui donnent de l'ayahuasca, de l'ibogaïne, etc. Tout le monde a entendu parler de ça maintenant dans les médias. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des drogues que nous avons dans le cerveau, on commence à les connaître, par exemple dans l'épiphyse. L'épiphyse, personne ne sait très bien à quoi ça sert, si ce n'est que ça régule le rythme jour-nuit et puis des systèmes régulateurs. Mais il y a dans l'épiphyse du DMT, qui est une drogue hallucinogène extrêmement puissante et qui est capable d'induire des near-death experiences artificiellement.
Donc, tout d'un coup, on se rend compte que probablement ces histoires de transe, d'extase, de conscience modifiée, c'est aussi ancien que l'humanité. Ça nous habite tous, probablement depuis très longtemps, et que des personnes comme Nicolas, dans une culture aborigène, il serait très certainement un très grand chaman. Et puis en plus, il prendrait encore quelques champignons, puis il irait voir de l'autre côté du miroir. Hein. Donc voilà, je crois que c'est aussi ça peut-être. Et il y a des psychothérapeutes aujourd'hui qui sont des psychothérapeutes compatibles avec le chamanisme. Il y a d'excellentes littératures, notamment du docteur Chambon à Lyon, que je connais un peu, écrit un livre qui s'appelle Psychothérapie à chamanisme. Ça touche aussi à la psychologie transpersonnelle de Stéphane Grof. Enfin, il y a plein de... Alors, il y a des psychothérapeutes qui s'intéressent à la conscience modifiée et qui peuvent explorer avec le patient les mondes parallèles. Oui, je voulais rebondir sur le pourcentage de personnes qui sont soi-disant ont vécu des sorties du corps. Ce pourcentage est basé sur les personnes qui ont eu conscience de sortir de leur corps. Parce que très souvent, les personnes sortent de leur corps, mais n'ont pas conscience de ça. Et on a, si vous voulez, là, après, on arrive... Pour arriver à ça, il faut se baser sur des témoignages, parce qu'on n'a pas aucune preuve de ça. Mais quand on a des témoignages de personnes qui sont des habitués de la sortie du corps, ils vont témoigner qu'ils rencontrent d'autres personnes, des fois des proches, qui sont eux-mêmes en sortie de corps, et le lendemain matin, quand ils leur en parlent, les gens n'en ont pas de souvenir. Donc la sortie hors du corps, c'est un phénomène finalement un peu plus banal qu'on ne croit. C'est simplement si la conscience qu'on en a qui fait la différence. Et c'est pour... Alors la nuit, évidemment, on dort, donc on n'en a pas conscience. Souvent, à l'endormissement ou au réveil ou dans des insomnies, on peut en avoir conscience. Puis quand c'est dans la journée que la personne est réveillée, évidemment, à ce moment-là, elle est tout à fait consciente du phénomène. Et outre les rencontres en sortie hors du corps, il y a aussi autre chose qui me fait penser, moi, que tout le monde a vécu au moins une fois une sortie hors du corps. C'est, je pense que beaucoup dans cette salle vont se reconnaître, au moment où vous commencez à vous endormir, vous avez l'impression que vous ratez une marche ou vous tombez dans un trou, comme ça. Voilà, moi, cette sensation, c'est celle que j'ai lorsque je reviens d'une sortie hors du corps. Moi, je me souviens de ce qui se passe avant. C'est tout, j'ai juste cette chance-là. Vous vous sentez seul parfois dans ce monde, avec les perceptions que vous avez ? Je me suis longtemps senti seul, oui, à mon enfance, mon adolescence, c'est le début de l'âge adulte, parce que trouvant personne à qui parler de ça, donc j'ai été seul face à moi-même, au final, face à cette partie plus vaste de moi-même, toutes ces possibilités. Et non, depuis plus de 12 ans, maintenant, je me sens beaucoup moins seul. Ouais. Ouais. Je me dis, on est tous un peu fous, c'est chouette. Et puis aussi, au cours des nombreux témoignages que nous recevons, les personnes, on peut postuler que les animaux domestiques aussi sortent de leur corps, parce que souvent, les personnes qui vont consciemment être en sortie de corps vont rencontrer leur animal qui est là aussi en sortie de corps. Alors évidemment, lui, on ne va pas pouvoir l'interroger pour lui demander s'il s'en souvient, mais les personnes manifestent souvent d'avoir vécu ça. Ça arrive avec leurs enfants, ça arrive avec d'autres, mais ce qui est amusant, c'est que les animaux domestiques aussi, apparemment, peut-être d'autres, sortent de leur corps.